Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver donc pour ce nouveau webinaire de l'année 2024 Parlons foncier le direct, le rendez-vous mensuel de la SAFER Occitanie. Donc je m'appelle Philippe Abran et j'ai le plaisir d'animer donc ce nouveau webinaire dédié donc à la biodiversité pour tenter de répondre aux questions suivantes. Et si préserver la terre, c'était préserver la biodiversité? Et si inversement la biodiversité préservait la valeur du foncier? Alors bien évidemment, derrière ces problématiques, bien d'autres questions se posent afin de vérifier notamment si les politiques publiques relatives à la préservation des terres agricoles et de la biodiversité sont convergentes ou pas, et si les agriculteurs ne sont finalement pas les mieux à même d'assurer une médiation cohérente et efficace entre agriculture et environnement. Alors pour tenter d'y voir plus clair, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Boeuf et Frédéric André. Avant de faire les présentations, je vous informe que vous pouvez tout au long de nos échanges poser vos questions dans le chat qui est situé dans la fenêtre à droite de votre écran. Qu'une enquête de satisfaction vous est également proposée, donc que vous pourrez compléter en fin de webinaire. Gilles Boeuf, bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste océanographe, ancien président du Muséum d'histoire naturelle, professeur d'université Pierre et Marie Curie Sorbonne Université, également président du conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité. Vous êtes également président de la réserve naturelle nationale de la forêt de la Massade en Pyrénées-Orientales. Et depuis 2016, je rappelle que vous êtes membre du comité scientifique de l'Office national des forêts et depuis 2021, élu régional en Nouvelle-Aquitaine. Ravi de vous accueillir, Gilles Boeuf. Merci beaucoup. Frédéric André, bonjour. Vous êtes bonjour. Géologue. Votre parcours professionnel vous a amené à intervenir dans le développement économique dans les Alpes-Maritimes initialement, puis dans le développement durable au sein de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous êtes aujourd'hui directeur général de la SAFER Occitanie, après avoir été donc directeur général de la SAFER Languedoc-Roussillon. Ravi de vous accueillir également, Frédéric André. Merci Philippe. Durant ce webinaire, donc n'hésitez pas à réagir, je le répète, via le chat donc sur la droite de votre écran. Posez vos questions à nos invités, nous les prendrons en fin de parcours. Gilles Boeuf, donc je reviens vers vous. Vous êtes un spécialiste, on peut dire ça, de la biodiversité. S'agissant de permettre à celles et ceux qui participent aujourd'hui à ce webinaire de peut-être bien appréhender le sujet, comment est-ce que vous définiriez en quelques termes la biodiversité ? C'était le sujet de ma conférence au Collège de France quand j'ai été élu professeur il y a exactement 10 ans. Je disais en fait que la biodiversité, c'est l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants, y compris bien sûr les bactéries, les micro-organismes, ont entre eux et avec leur environnement. Ce qui veut dire que si je veux le définir très simplement, c'est la fraction vivante de la nature. Quand la Terre se forme, la nature apparaît, il y a du vent, il y a des marées, il y a des vagues, il y a des cristaux de quartz, il y a du granit, des basaltes, tout le monde minéral. Et le vivant apparaît beaucoup plus tard, lui, vers 700 millions d'années après, où la première cellule vivante, qui est une bactérie, donc une membrane, avec de l'eau liquide dedans et de l'eau liquide à l'extérieur. Donc le vivant, c'est ça. La biodiversité, c'est la partie vivante de la nature et l'humain est en plein dedans, pas à côté. Et tout le monde agricole aussi, bien évidemment. Est-ce qu'il faut considérer, Gilles Boeuf, que s'il manque précisément un maillon, c'est toute une chaîne du vivant qui peut s'arrêter et qu'en la matière, les relations que vous évoquez entre les espèces avec leur environnement sont totalement interdépendantes finalement ? Oui, complètement. On se rend compte, je peux prendre un bébé par exemple, un bébé humain qui naît, vous savez qu'il est mis au monde par sa maman. Donc, il va passer du placenta de la maman à l'extérieur. Et on sait maintenant que l'utérus de la maman va le fertiliser, le féconder avec des bactéries. Et ce bébé humain, il met 4 années à avoir sa fleur à lui. C'est un joli exemple. Nous sommes tous complètement interconnectés, interdépendants. Et on sait maintenant que lorsqu'on a un désordre de relation, nous, un humain, entre nos bactéries symbiotes de notre intestin, notre utérus pour les femmes, et nos cellules humaines, eh bien, c'est l'obésité, c'est le diabète de type 2, c'est l'hypertension artérielle, c'est Alzheimer, c'est l'autisme. Donc, vous voyez que si je prends le cas de l'humain, c'est intéressant. Et ce que je raconte est vrai pour la vigne ou bien pour n'importe quelle plante d'intérêt agronomique. On partage quand même 2 tiers d'ADN avec la plante qu'est la vigne, quand même. Il faudrait quand même s'en rendre compte. Et justement, donc, pour revenir à la question de la terre, du sol, en quoi, selon vous, cette biodiversité est essentielle pour garder un sol vivant et peut-être aussi maintenir la capacité de production des terres agricoles ?
Ah, pour moi, c'est absolument essentiel pour 3 raisons. Alors, c'est vrai pour tous les systèmes qu'on a regardés, hein, un bout d'océan, une forêt, tout. Alors, prenons un sol, par exemple, un sol de chez nous, hein, de la Nouvelle-Aquitaine ou d'Occitanie, on se rend compte en fait que cette biodiversité, elle est triplement importante. Chaque fois qu'elle s'abaisse, on perd de la productivité. Partout où on va travailler, plus le sol contient du vivant, mieux il se débrouille, mieux il est capable de produire. Pour ça, il faut garder des sols qui, pas nus, par exemple l'hiver, faire attention à des labourages trop profonds. Garder du vivant, c'est important parce que, un, plus de productivité, ça c'est très clair, partout on le fait. Hein. Deux, très important pour la gestion de l'eau. Hein, ce qu'on vit en ce moment avec des longues périodes de sécheresse, quand il y a des bactéries dans les sols, on l'a fait en Occitanie il n'y a pas très longtemps, hein, on se rend compte que le sol rempli de bactéries a des micro-trous enduits de mucus, exactement comme nos poumons à nous. Hein. Et quand la goutte d'eau rare arrive, elle reste là, elle ne va pas ailleurs. Donc, deuxième intérêt, c'est garder l'eau, mieux gérer l'eau. Et le troisième intérêt, c'est la meilleure défense contre le changement climatique. Hein. Plus un sol est riche, mieux il se défend. Et surtout aussi, en même temps, plus il empêche les envahisseurs qui sont délétères de venir. Voilà pourquoi, pour l'agriculture, pour le paysan, c'est le mot que j'aime bien, hein, l'homme de la terre, cette biodiversité de son sol est absolument essentielle pour qu'il puisse avoir du plaisir à produire et à produire correctement dans des bonnes conditions. Gilles Boeuf, les experts dont vous êtes évoquent aujourd'hui un effondrement, le mot n'est pas anodin, de la biodiversité. Est-ce que selon vous, il est trop tard ou pas pour tenter d'enrayer ce déclin, cet effondrement en cours de la Vous savez, biodiversité? je suis enseignant dans les universités, en médecine, dans les écoles vétérinaires, à l'AgroParisTech à Paris, dans les grandes écoles d'ingénieurs. Et ben, jamais je dirais qu'il est trop tard pour bien faire. Hein. En plus, on a un devoir, nous tous adultes, là, qui avons vécu ces épisodes-là, de ne pas dire, ben, écoutez, nous, on a merdé, hein, c'est le mot, et maintenant, débrouillez-vous. Non, non, au contraire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hein. Ce qu'il y a, c'est que la question qu'on me posait ce matin, j'étais à la Maïf, peut-on réparer la nature? C'est une vraie question. Et ça, on ne le fera pas sans le monde agricole, c'est absolument évident. Hein. Parce que, vous savez, moi, j'ai vécu longtemps à Banyuls, près de Tautavel. Tautavel, ce sont les premiers Français. 700 000 ans, ils arrivent. Et pendant 600 000 ans, ils vivent là en ne faisant que chasser et cueillir. Alors, ma question, c'est mais comment ils ont fait pour ne pas détruire? Eh bien, ils sont 20. Voilà, à chaque fois, 20. Et nous, on est 8 milliards maintenant. Vous comprenez pourquoi l'agriculture est absolument essentielle et indispensable pour assurer l'alimentation de ces 8 milliards d'humains. Mais sans détruire les sols, bien évidemment. Tout espoir n'est pas perdu, donc pour peu qu'on s'en Ah donne non, les pas du moyens. tout. Merci pour ce premier éclairage, Gilles Boeuf. Frédéric André, donc directeur général de la SAFER Occitanie. Frédéric, à bien des égards, hein, la SAFER Occitanie participe très directement donc à la mise en œuvre de politiques publiques hein, qui sont relatives donc, à la fois à la préservation des terres agricoles, mais aussi à la protection de l'environnement. Quel est votre regard, Frédéric, sur justement la gestion de ces deux enjeux dont on vient de voir qu'ils sont intimement liés? Est-ce qu'on est, selon vous, plutôt dans des conflits ou plutôt vers une certaine convergence? Écoutez, Philippe, Gilles, la SAFER est peut-être bien placée pour parler de ces enjeux. Pourquoi? Tout simplement parce que dans nos missions, celles qui nous sont données par le Code rural, hein, puisque je rappelle que la SAFER, c'est un opérateur des politiques publiques, et que d'ailleurs, au fil des années, la SAFER, vous le savez, c'est une vieille dame hein, qui a plus de 60 ans. On a ajouté la mission biodiversité et environnement dans notre mission de base historique qui était l'agriculture. Et donc aujourd'hui, on a la mission agriculture, mais on a aussi la mission paysage, biodiversité, protection des ressources. Donc, je dirais que cette convergence, elle passe exactement au milieu de notre activité au quotidien. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que on est tous les jours face à la nécessité de faire de la médiation entre l'agriculture et l'environnement dans le cadre, je dirais, de la multifonctionnalité des espaces qui supportent le vivant pour faire face donc à parfois à des concurrences, mais parfois aussi à des synergies
entre la protection de la biodiversité et la mise en œuvre de projets agricoles. J'y reviendrai, mais dans de nombreux cas, la SAFER aide à mettre en place sur le terrain des projets agricoles qui comportent cette dimension vivante, protection de la biodiversité. Alors, je rejoins tout à fait Gilles Boeuf, hein. Une agriculture sans sol, ça n'existe pas. Et donc, on voit bien, par exemple, aujourd'hui que, au travers de pratiques comme ce qu'on appelle le couvert, hein, des sols, il y a une prise en compte de ces problématiques. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser une terre nue tout l'hiver, et donc les agriculteurs mettent en place des cultures du type févrole qui permettent de synthétiser l'azote de l'atmosphère et de la mettre dans le sol. Et donc, tout ça, ça va dans le sens de cette convergence, hein, vivant-agriculture. Donc plutôt convergence que conflit entre préservation des terres agricoles et préservation de la biodiversité. Frédéric, vous qui êtes bien placé à la SAFER Occitanie pour observer le marché foncier sur le territoire qui est le vôtre et pour faire écho à ce que disait Gilles Boeuf tout à l'heure, dans cette interdépendance entre les sols, la biodiversité, la capacité à produire, est-ce que vous pouvez quand même, vous, établir un lien entre valeur des terres agricoles et préservation de la biodiversité à l'échelle d'une parcelle, puisque bon, vous voyez sur le marché foncier, vous voyez passer tous les prix. Est-ce que cette corrélation, elle vous paraît possible et évidente à établir? Alors, je répondrai à deux niveaux. Au niveau vraiment concret, il nous est difficile aujourd'hui d'établir cette corrélation. Maintenant, si on prend deux pas de recul, il est bien évident qu'une parcelle et un sol bien entretenu, bien valorisé par l'agriculture, c'est porteur de valeurs globales finalement pour la société, pour le vivant, pour le monde. Mais la difficulté, vous savez, c'est un peu comme la mesure du bonheur, hein, dans le PIB des pays. C'est aujourd'hui un indicateur qui n'est pas forcément matérialisé. Mais à l'évidence, on agit pour l'avenir en préservant les terres agricoles et en préservant la biodiversité sur ces terres agricoles. Merci pour ces premières précisions, Frédéric. Alors, quand on parle terre et biodiversité, impossible de ne pas évoquer l'enjeu de préservation de la ressource en eau, hein, s'agissant de la préservation de la biodiversité. Gilles Boeuf a commencé à l'évoquer. Et bien évidemment, l'eau est devenue, avec les effets du réchauffement climatique, un véritable enjeu de société. Gilles Boeuf, quel est selon vous l'état des lieux et faut-il s'inquiéter de sa disponibilité, donc notamment en Occitanie et dans certains territoires d'Occitanie? Oui, bien évidemment, hein, le monde agricole le sait bien. Je veux d'abord rappeler on oublie des choses qui sont évidentes, parce qu'on ne les a pas enseignées, ou mal, ou bien alors on les a oubliées. L'eau, tous les êtres vivants, hein, de la première bactérie à l'humain, sont faits d'eau liquide. Quand vous prenez un bébé dans vos bras et que vous l'étreignez à la naissance, c'est 3/4 de flotte. C'est pas fait pour laver sa voiture, hein. Donc vous voyez, et le monde agricole le sait. Et quand mes amis paysans me disent, bah, Gilles, il me faut de l'eau pour produire, je dis oui, mais il faut de l'eau aussi pour élever un bébé humain. Donc, vous voyez très bien qu'on va aller vers des périodes de pénurie d'eau sur des conflits d'usage, en fait, hein, pour la ressource. Donc, déjà, il faut que tout le monde admette que l'eau, c'est un bien commun. On en a tous besoin. Je suis très ami aussi avec le grand cuisinier Thierry Marx. Thierry me dit, mais quand je cuis une tomate ou un légume, c'est 90% de flotte, je vais les cuire pratiquement sans eau, je n'en rajoute pas. Donc, vous voyez qu'on peut faire des économies d'eau partout. Alors, bien sûr, il y a un conflit au niveau agricole parce qu'il y a des moments, moi je vois ce qui s'est passé en pays catalan, chez moi, là, hein, où est mon laboratoire, on est resté 6 mois sans pluie. Et l'eau est compliquée parce que l'eau, vous savez, 1 litre d'eau, c'est 1 kilo, hein, je ne vous apprends rien du tout. Donc, elle est difficile à transporter. Et comment est-ce qu'on peut la gérer quand il y en a trop, quand il n'y en a pas du tout? Et pour ça, je pense qu'on pourrait se bio-inspirer. Mais c'est vrai qu'au niveau agricole, l'eau est absolument essentielle. Alors après, on va se poser des questions, hein. Ça va relancer le débat sur quel type de plante on va produire. Est-ce qu'une plante exotique qui vient de zones tropicales humides peut être une plante chez nous d'avenir? Il faut vraiment se poser la question. Je n'attaque rien du tout, je ne jette le discrédit sur rien, hein. Je pose des questions. Avec mes amis du maïs, en ce moment, en zone sud-ouest, on dit, bah, écoutez, peut-être qu'on va faire des abricots. Comment est-ce qu'on travaille? On fait du sorgho de plus en plus. Donc, et ça, c'est au monde agricole de se poser cette question-là, hein. Comment demain, je produis justement cette efficacité alimentaire et ce besoin,
dans un contexte effectivement d'eau qui va être rare. Je prends un exemple, la Garonne, hein, qui fait la liaison entre nos deux régions là. Eh bien, au 2 septembre 2022, elle était à un tiers du débit à 29 degrés. Alors, ça lance plein de débats, hein, parce qu'en plus, il ne faut pas oublier une chose quand même, moi, qui me gêne en tant qu'écologue, c'est que on met les mêmes produits partout sur les champs, le débit d'eau diminue, ce qui fait que ces produits sont de plus en plus concentrés dans nos rivières et dans nos fleuves. Je vois, c'est pareil pour la Charente chez nous, c'est pareil bien sûr en Occitanie, hein. Donc ça, il faut réfléchir à cela effectivement, parce que les produits deviennent toxiques avec des doses qui deviennent de plus en plus compliquées en impact sur le vivant. Donc, on est bien sur la problématique de comment conjuguer les différents usages, finalement, de l'eau, qu'il s'agisse de produire de l'alimentation humaine, de préserver de la biodiversité, de permettre donc l'activité agricole. Selon vous, parce que c'est une chose de le dire, c'en est une autre de le faire pour arriver à satisfaire tous ces usages. En termes de méthode, quelle est, selon vous, la bonne méthode pour tenter de conjuguer ces différents usages? La première méthode, c'est se rencontrer et discuter. Là, on est sur des extrêmes qui sont divisés, qui ne parlent plus. Et surtout, ils n'ont pas le même langage commun, en fait, hein. Même au niveau des fédérations agricoles, moi je vois aujourd'hui, il ne faut pas se stigmatiser en rien du tout. Personne n'a envie d'empoisonner personne. Parce qu'il n'y a pas que la question du vivant, il y a aussi la question de l'hydroélectricité, il y a la question également du refroidissement des centrales. Moi je vois en ce moment les glaciers du Zangotard qui fondent entre la Suisse et l'Italie. Quel sera le débit du Rhône? Chez nous, ici, en pays sud-ouest, moi, j'étais à Saint-Lary, tu le sais, effectivement, vous le savez, il y a quelque temps. Eh bien, je disais aux skieurs, attendez, on est sur des problèmes. Il n'y aura plus de glaciers dans les Pyrénées en 3 ans. Et ça, on ne peut pas le récupérer, ça, hein. Il faut qu'on fasse avec. Comment est-ce qu'on fait? Et ça lance tout le débat sur les retenues d'eau, bien évidemment, hein. Des retenues collinaires, ce n'est pas des retenues de plaine. Un bassin loin des hauteurs, il y a un vaste bassin de décantation. Comment est-ce qu'on fait? Et puis surtout pour tout le monde, hein, pour un maximum d'usagers. Sachant que bien sûr, ce qu'il faut préserver, c'est l'eau potable. Et aujourd'hui, on a des points d'eau potable. C'est le cas en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Je suis désolé, on ne peut même pas boire cette eau. Pourquoi? Comment? Moi, je viens d'une région qui était la Bretagne, qui n'a pas de nappe phréatique importante. À l'époque, chacun avait son petit point d'eau. On y faisait extrêmement attention. Maintenant, on a des grands systèmes qui ne sont pas tellement connus, hein. C'est le travail des agences de bassin, et chacun fait plus attention. Alors que, qu'est-ce qu'on fait? On va diluer telle eau par rapport à telle autre pour ne pas dépasser des fameuses normes. Non, il faut qu'on s'entende beaucoup mieux. Je pense qu'il y a le manque vraiment d'un grand débat intellectuel avec des gens de bonne volonté de chaque côté pour qu'on puisse avancer là-dessus. Gilbert, vous évoquiez tout à l'heure le fait que, bon, effectivement, la ressource en eau il faut la protéger et elle devient de plus en plus rare. Pour autant, bon, on voit ce qui se passe. Il y a moins d'eau en été, il y en a parfois beaucoup en hiver, et on a vu ce qui s'est passé dans nos régions, donc avec des inondations parfois. Stocker l'eau en hiver quand elle est abondante et l'utiliser plus tard lorsqu'elle est vitale pour les cultures, parce que les cultures, elles ont besoin d'eau à des moments stratégiques. Est-ce que c'est une fausse bonne idée finalement ou pas? Alors là, je vais vous répondre que tout dépend des endroits et des situations. Je ne vais pas dire en priori, il ne faut pas le faire, ça ne tient pas debout. Et je vous dirai encore moins, il faut le faire partout. Il faut vraiment discuter avec les hydrogéologues locaux qui vous renseignent sur l'état de la ressource. Il faut regarder comment on alimente la retenue avec de l'eau qui vient du ciel, avec de l'eau de la nappe phréatique, avec du ruissellement qui arrive de montagne, par exemple, ou la fonte des neiges. Il faut vraiment là tous qu'on travaille ensemble là-dessus. Il y a des travaux qui ont été faits. Et c'est vrai qu'il y a des conflits, on l'a bien vu, puis qui peuvent être même très violents parce que chacun campe sur ses positions. Ce qui est clair, c'est que tout ce qu'on fait doit servir à un maximum d'utilisateurs dans le respect de l'autre. Et ce n'est pas forcément ce qui se passe tout le temps. Donc moi, je reviens à la question aujourd'hui qui est posée. Sur le principe, oui, mais comment on fait? Une retenue collinaire dans les Pyrénées n'a pas du tout le même impact sur la nature qu'une vaste zone. J'ai horreur du terme méga-bassine. J'aime pas du tout ce terme-là, hein. On ne fait pas des bassines, on ne fait pas de la vaisselle, hein. On est sur des réserves d'eau. J'ai peur aussi qu'on transforme une eau froide et propre en eau chaude et sale. Regardons aussi les effets sur le vivant, hein, parce que vous savez qu'on a des invasions actuellement. Le moustique tigre n'existait pas chez nous il y a 10 ans. On a eu des cas de dengue endémique en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, là récemment, par un moustique qui n'était pas là il y a quelques années, hein. Donc, faisons attention, qu'est-ce qu'on fait comme réserve d'eau, comment on le fait. Mais dans tous les cas, au départ, il faut prendre une décision de façon commune, hein, pas le faire par quelques-uns au détriment de la majorité. Et c'est le territoire qui fait sens.
Avec eux, chacun fait ses propositions, en fait. C'est très important de regarder ce qui se passe. Parce que, bon, par ailleurs, moi, je reconnais en spécialiste de la biodiversité, au muséum, on le démontre, on a perdu 30% de nos oiseaux dans les terres agricoles depuis une vingtaine d'années. Hein. Moi, je vois, on perd à peu près 2 espèces de papillons par an dans les départements. Alors, on peut me dire, bah, attendez, ça, c'est des élucubrations d'écolos, je suis désolé. Quand les papillons et les oiseaux s'en vont, c'est pas bon pour le paysan non plus. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est farouchement défenseur du monde agricole pour nous aider à gérer la biodiversité. De toute façon, vous savez, le monde agricole, il va s'en sortir pas par l'agrochimie, il va s'en sortir par la polyculture. Et ça, pour ça, il nous faut du vivant partout. Comment voulez-vous produire de l'alimentation pour du vivant, avec du vivant, sans s'occuper du vivant? Ça n'a pas de sens. Merci Gilles Boeuf donc, pour ses propos et ses prises de position. Frédéric André, directeur général de la SAFER Occitanie, participer à la préservation de la ressource en eau, qu'elle soit d'ailleurs potable, hein, comme vous l'évoquez Gilles Boeuf, ou pas, fait partie des missions qui sont attribuées aux SAFER et à la SAFER Occitanie. Quelles sont les actions qui sont conduites dans votre territoire en la matière? Oui, alors tout d'abord, je voudrais illustrer les propos passionnants de Gilles Boeuf, là. On sait qu'il va manquer à l'horizon 2050 1,2 milliard de mètres cubes d'eau pour le bassin Adour-Garonne, pour la région toulousaine. Et là, on ne parle pas d'eau agricole, d'eau industrielle, d'eau potable, ce sont tous les usages confondus. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, cette histoire d'eau, ça n'est plus seulement un enjeu d'irrigation, d'agriculture, c'est un enjeu de santé publique. Gilles Boeuf l'a rappelé, on est constitué d'eau. Sans eau et sans air, il est quand même très compliqué pour un organisme vivant de continuer à vivre. Voilà, là, on a un enjeu qui est vraiment d'une extrême importance. Alors, face à ça, la SAFER, elle agit dans deux directions. Tout d'abord, la préservation de la ressource en eau potable. On a une convention avec l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, la même convention avec l'agence de l'eau Adour-Garonne. Et cette convention nous conduit à mettre en place des mesures sur le terrain en lien avec les collectivités pour protéger les captages d'eau potable. Ça se passe de quelle façon? Ben, tout simplement avec je dirais l'arme d'exploitation massive de la SAFER qui est le cahier des charges lorsqu'on attribue du foncier. On met en place des prescriptions pour les agriculteurs qu'on installe sur ces périmètres, prescriptions qui, bien entendu, limitent les intrants de type produits phyto ou autres. Et ça, donc, c'est pour contribuer à la préservation de la ressource en eau potable. Hein. Mais on agit aussi, et d'ailleurs, on est une des seules affaires, je pense, à le faire avec celle de la Réunion. On a conservé de l'époque historique une division ingénierie-travaux et on fait de la maîtrise d'œuvre de retenue. Alors, oui, Gilles Boeuf le disait, hein, c'est pas des retenues de dizaines et dizaines de millions de mètres cubes, hein, des petits. Et on a le savoir-faire, les compétences, avec les financements européens et publics, pour mettre en œuvre des projets collectifs de sécurisation de l'irrigation. Une petite retenue pour 4 ou 5 exploitations en Lozère, ça permet de maintenir ce qu'on appelle l'autonomie fourragère et donc d'éviter de trimballer du foin depuis l'accro jusqu'en Lozère et d'améliorer la viabilité économique à l'arrivée de ces exploitations. Donc voilà, on est présent à la fois sur la protection de la ressource, mais aussi sur la capitalisation de la ressource en eau. Sur la question de la préservation des captages d'eau, des périmètres de captage d'eau potable, j'imagine également que vous faites tout un travail de médiation, de concertation, d'organisation du dialogue local, parce que bon, il m'est arrivé de voir certaines situations où la protection de ces captages et le foncier nécessaire à cette préservation pouvait faire l'objet de tensions. Ça se joue localement dans les parlements du foncier qui sont les vôtres, avec les comités techniques départementaux, Frédéric? Oui, ben c'est exactement ça, Gilles. Hein. Vous connaissez bien l'activité de nos entreprises. C'est un truc extraordinaire, ça, hein, le comité technique départemental. Imaginez qu'on a autour de la table
l'administration, les agriculteurs, l'environnement, les banques, les notaires, les chasseurs, en bref, tous les acteurs du territoire qui sont présents autour de la table pour donner des avis sur les attributions de foncier de la SAFER. Et lorsque ces dossiers, justement, par exemple, dans des périmètres de captage d'eau potable arrivent, ça discute et finalement, je rejoins ce que disait Gilles Boeuf, on est autour de la table et on discute. Et les choses ne sont jamais simples. Il y a plusieurs enjeux et tout le boulot de la SAFER, c'est justement de tenter de concilier ces enjeux. Il faut reconnaître qu'on y arrive dans la plupart des cas, parce que le monde agricole est un monde qui est à l'écoute et qui comprend ces enjeux-là. Merci Frédéric pour cette précision. Troisième et dernière partie de cet échange pour aborder le rôle, la place et l'accompagnement des agriculteurs face à cet enjeu de préservation des terres agricoles et de la biodiversité. Gilles Boeuf, je reviens vers vous. On dit souvent sans agriculture, pas de souveraineté alimentaire, c'est une banalité, mais c'est bien de le rappeler. Sans biodiversité et sans eau, pas d'agriculture possible, si j'ai bien compris. Comment est-ce que le changement de modèle que vous appelez de vos voeux est-il possible pour qu'il puisse s'opérer non pas contre, mais avec le monde agricole? C'est encore là une affaire de méthode, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Complètement. Moi, là, si je suis avec vous aujourd'hui, puis j'étais à la place de la République avec la Confédération paysanne, avec Jean Jouzel pour le climat, nous pour le vivant, il y a quelques semaines. On ne va pas le faire sur le monde agricole, ça n'a pas de sens. Ce sont les premiers concernés. Ils ont un rôle déterminant dans l'avenir de la France. On parle de souveraineté alimentaire. Franchement, on doit être capable de produire l'alimentation dont on a besoin dans des bonnes conditions. Et moi, je suis extrêmement touché aujourd'hui par cette détresse paysanne quand on me dit que j'ai des amis éleveurs dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine qui gagnent mais rien du tout. Des amis paysans là qui me disent mais ils ne sont pas 35 heures par semaine, nos collègues paysans. Et ils ne gagnent pas 1 000 euros par mois. En retraite, ils n'ont même pas 1 000 euros. Ça, c'est indécent dans un pays comme la France. Voilà pourquoi je suis avec vous, parce que ça, il faut qu'on le reconnaisse. Après, toutes les méthodologies existent. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans le monde, peut-être trop, au niveau de mon empreinte carbone d'ailleurs. J'ai vu tous les mondes agricoles possibles. Il y a 1000 différents mondes agricoles. J'ai vu des gens sur des volcans méchants en Indonésie qui n'avaient pas d'argent pour acheter des phytos, mais qui avaient une productivité bien meilleure que nous en faisant de la polyculture. Ils faisaient leur taro, leurs plantes de base, des bananes et des fleurs, par exemple. Alors, bien sûr, je ne vais pas me dire qu'il faut tout copier partout, mais chacun doit, dans ces conditions actuelles, s'organiser. N'oublions pas non plus le climat, parce que, voilà, vous le disiez tout à l'heure, et c'est vrai dans votre introduction, je préside une réserve naturelle dont le but, c'est de laisser la libre évolution du système. Donc, c'est surtout pas l'agriculture, On n'est pas en opposition. D'ailleurs, j'ai des amis paysans qui viennent nous voir souvent parce que j'ai beaucoup plus d'espèces dans ma forêt, si je peux m'exprimer comme ça, que dans celle à côté gérée par l'ONF, parce que j'ai du bois mort. Ce bois mort, il est incroyablement riche. Et bien, cette forêt, on n'a pas coupé un arbre depuis 1850, je vais la perdre, c'est du hêtre. Et demain, je n'ai pas les précipitations qu'il va falloir pour garder le hêtre. Je suis également en entomologie forestière avec l'ONF. On ne plante pas de chênes parce que demain, dans 10 ans, on n'aura pas les conditions nécessaires aux chênes. Alors, ça veut dire qu'il faut tenir compte du climat qui change. Je prends un exemple qui m'a beaucoup touché aussi au niveau agricole. On oublie beaucoup, comme paysans de la mer, les ostréiculteurs. Moi, je les aime beaucoup. Eh bien, ils souffrent horriblement en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces inondations qu'on évoquait tout à l'heure, Une masse d'eau contaminée, en particulier par des virus, parce que, mal épurée, puisque trop d'eau dans une station, elle ne marche plus, a contaminé leurs huîtres. Ils ne peuvent plus les vendre. C'est désastreux. Ils sont responsables de rien parce qu'ils sont l'exutoire de choses qui se passent en amont. Il n'y a aucun paysan qui a voulu faire ça. Mais quand on a des zones d'inondation comme ça, il faut faire super attention. Et c'est profondément injuste que ces gens-là souffrent aujourd'hui. Comment est-ce qu'on va les aider? Comment on va aider un paysan qui a envie effectivement de dépolluer des sols contaminés? Là aussi, il doit être aidé. Ça dure un peu plus de 3 minutes, tu vois la réponse pour ça. Mais c'est important à dire. Parce qu'il y a beaucoup de nuances dans tout ça. Et la réponse à votre question, c'est la nuance. Il y a autant d'agriculture que de sites particuliers ou de monde agricole. Ce qui est clair, et moi je suis là-dessus, je ne suis pas péremptoire, mais je reviens à ça. Comme on l'a dit tout à l'heure avec Frédéric, le sol est fondamental. Comment voulez-vous faire l'agriculture sans sol? Et le vivant dans le sol, parce qu'on ne va pas produire du vivant en tuant tout. Je vous rappelle que CID, ça veut dire tueur de vie. Pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, tueurs de vie. Comment voulez-vous faire de l'alimentation de bonne qualité avec ces produits? Donc,
on revient à la même chose. Et ça, on ne le fera pas sur le monde agricole. Qu'ils se prennent en main, qu'ils discutent ce qu'ils ont envie de faire, hein, pour certains, hein. Et on avancera ensemble comme ça. Bon, on ne peut pas le faire sans eux, ça n'a pas de sens. Bien sûr. Je reviens un instant, Gilles Boeuf, sur la question de la difficulté du revenu des agriculteurs, parce que c'est certainement un des points clés. Bon, aujourd'hui, vous dites, et personne ne peut aller contre ce que vous dites, hein, les agriculteurs doivent s'engager plus encore dans la transition agroécologique, hein, changer de modèle et de pratique. Alors même que dans ce même temps-là, beaucoup d'entre eux n'arrivent plus à vivre de leur métier. Vous évoquez donc la situation de l'élevage. De surcroît, beaucoup sont pointés du doigt, sont stigmatisés. Quand on a préparé ce webinaire, vous avez prononcé un mot-clé, me semble-t-il, qui était celui de dire il faudra peut-être revenir à un peu plus de protectionnisme. Et là, vous faisiez référence à la problématique des importations de produits qui arrivent donc de l'étranger, dans des conditions de production qui n'ont pas les mêmes contraintes. Est-ce qu'il va falloir aller vers peut-être un peu plus de protectionnisme pour protéger nos agriculteurs et leur permettre peut-être d'abord de vivre de leur métier et à partir de là de s'engager dans une transition agroécologique plus offensive encore? Bah, sur les prix, ça me paraît évident, hein. Et même, par exemple, j'aime bien aller au marché de Bergerac, c'est un marché paysan, pas que du bio, il y a de tout. Il y a 15 jours, il y avait une dame qui vendait des pommes du Chili. Bon, ça me choque profondément. Enfin, on est capable de faire nos pommes, il y en a partout en ce moment, hein. Moi-même, je suis un petit paysan, je fais 2000 kiwis dans mon jardin. Je ramasse le premier au début décembre jusqu'au mois de mars. Mais je ne mange pas de kiwis entre décembre et mars. Entre l'autre côté, bien sûr, l'autre côté de l'année. Donc ça veut dire que oui, acheter des poulets à 2 euros, je suis désolé, hein, c'est pas possible ça. Et je reviens justement à la biodiversité. On oublie de dire qu'une prairie avec des ruminants dessus dans de bonnes conditions contient beaucoup plus de matière organique qu'une vigne hyper traitée, même avec des produits des fois qu'on dit naturels, mais qui posent quand même des problèmes aux doses où on les utilise, hein. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de subtilité, de nuances dans tout ça, hein. On ne peut pas être tranché, c'est noir ou c'est blanc. Et finalement, la biologie, elle est comme ça, finalement. Mais ce qui est clair pour moi aujourd'hui, c'est que, bon, stigmatiser le monde agricole, alors, moi, il y a des gens avec lesquels je ne discute pas, parce que quand effectivement, on me dit je peux pas, je mets tout partout, c'est pas possible. Tout à l'heure, Frédéric l'a dit, ne gardons pas des sols découverts pendant l'hiver. Mais avec des gens de bonne volonté qui ont envie de produire des produits sains, alors par contre, il faut les leur payer, c'est bien évident, hein. Moi, je dis souvent un truc, ce que je dis souvent, c'est qu'une femme enceinte ne devrait pas manger autre chose que du bio, hein. Alors, quel type de bio, on peut en discuter aussi, hein. Si c'est plus cher, mais je pense qu'il faut revenir aussi à la saisonnalité avec le monde agricole, hein. Thierry Marx nous dit encore que j'aime beaucoup. Moi, jamais une tomate chez Thierry Marx entre novembre et mars. Ben, ça, c'est le bon sens paysan. Ça. Ouais. Le consommateur a sa propre responsabilité dans ses choix de consommation. Vous rappelez la question de la saisonnalité et tout ça n'est pas sans impact pour la préservation de la biodiversité. Frédéric André, donc directeur général de la SAFER Occitanie. Bon, on peut l'affirmer sans difficulté, la SAFER Occitanie est un acteur engagé pour concilier à la fois protection des terres agricoles, préservation de l'environnement. Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. Quelle est votre méthode pour justement ne pas opposer les sujets et agir efficacement donc avec l'ensemble des territoires? On en revient au Parlement du foncier départemental, Frédéric? Oui, alors, oui, engagé, et Dominique Granier, le président de la SAFER Occitanie, vigneron dans le Gard, dans le Saumierois, et qui a lui-même fait l'effort de passer en bio, hein, depuis quelque temps, porte un peu ce message justement d'une SAFER engagée dans la protection de la biodiversité, mais engagée aussi dans l'économie, hein, et donc, on peut juste prolonger un peu le sujet du comité technique départemental par rapport à la question de la méthode. C'est qu'à la SAFER Occitanie, avant le comité technique départemental, on a ce qu'on appelle des commissions locales. C'est-à-dire que les dossiers, avant d'être débattus à l'échelon départemental, sont débattus par les syndicats agricoles, la chambre d'agriculture et la collectivité du coin, à un niveau qui peut être le niveau de la commune, comme dans l'Aveyron, ou le canton, ou la petite région agricole. Et ça donne aussi je dirais,
une vitalité et une efficacité extraordinaires à nos décisions, puisque les avis du comité technique sont préparés par les propositions du local. Le comité technique, lui, peut prendre du recul et prendre une orientation différente, mais tout ce travail de préparation au plus près du sol et du vivant, finalement, est quelque chose d'assez puissant. Il ne faut pas oublier, hein, tout à l'heure, on discutait juste avant ce webinaire avec Gilles Beuve des informateurs du Muséum d'histoire naturelle. Nous avons aussi nos informateurs. Hein. On a 4500 correspondants agricoles dans toutes les communes d'Occitanie et qui travaillent finalement pour la SAFER pour nous avertir des opportunités d'intervention. Et ça, c'est un enracinement dans le local qui est vraiment tout à fait positif pour nous. Alors, on a des outils, hein, on parlait de méthode, mais on a des outils. Il faut savoir que le fameux droit de préemption de la SAFER, hein, qui s'exerce bien entendu sous le contrôle vigilant de l'administration, hein, puisque je rappelle que la SAFER a deux tutelles, hein, le ministère de l'Agriculture et le ministère des Finances. Hein, on a le droit de préemption environnementale, c'est-à-dire qu'on peut agir dans le cadre d'une politique publique pour la préservation de l'environnement. La loi de 2014, je vois qu'il y a eu la question là sur le chat. La loi de 2014 a fait en sorte que lorsqu'une terre est exploitée en bio, la SAFER a l'obligation de l'attribuer à un exploitant qui s'engage à continuer l'exploitation en bio pendant 6 ans. Hein, donc oui, on a une méthode, on a des outils, et puis on a surtout un credo que je rappelle, hein, c'est cette médiation agriculture-environnement. J'ai vu une question aussi passer dans le chat rapidement là, sur qu'est-ce qui se passe quand une terre n'est plus exploitée. Ce qui se passe, on le voit, hein, c'est que la déprise agricole, finalement, certains pourraient dire, c'est très bien, c'est la nature qui reprend ses droits. Mais c'est faux, parce qu'on sait qu'une terre qui n'est plus exploitée, elle se ferme, c'est ce qu'on appelle la fermeture du milieu, et cette fermeture du milieu, elle n'est pas bonne pour la biodiversité. Bon, je ne parle même pas des sangliers, des cervidés et autres qui pullulent partout maintenant, puisque on a moins d'agriculteurs et on a plus de forêts. Donc voilà, on est de cette démocratie rurale, hein, elle s'exerce aussi pour préserver les équilibres dans ce monde rural. Et donc je fais un petit aparté là sur, on parlait de milieux qui se ferment, hein, de terres qui n'est plus exploitées. Il faut savoir qu'en Occitanie, on a près de 100 000 hectares, 91 000 hectares pour être précis, qui sont ce qu'on appelle des friches. Des friches, ce sont des terres qui ont un statut agricole, mais qui ne sont pas exploitées. Et pourquoi je suis capable d'être aussi précis, ce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent, c'est qu'on a travaillé avec le CNES, hein, on s'est servi d'une compétence spécifique de la région Occitanie, hein, l'aéronautique et le spatial, et aujourd'hui, par des d'images satellitaires, on est capable d'aller repérer les friches. Et ça, c'est un outil extraordinaire pour aller voir les collectivités et leur dire, ben voilà, vous avez des friches à tel et tel endroit, comment on fait? Comment on fait pour remettre en culture ces sols, pour s'inscrire dans le cadre, par exemple, de vos projets alimentaires? Et je reviens sur l'alimentation. Il est évident qu'une alimentation de qualité, c'est aussi un objectif de santé publique. On voit bien que, à force de manger, je dirais, de façon peu saine, on a des développements d'obésité, on a des développements de pathologie. Donc, l'alimentation, c'est un combat national aujourd'hui. Et ça passe effectivement par la préservation des sols et par la préservation de la biodiversité. Pour continuer à faire le lien entre ces deux objectifs, Frédéric, je voudrais qu'on dise un mot de la problématique de la réalisation des grands ouvrages en Occitanie, puisque la SAFER est mobilisée sur les problématiques foncières liées à la réalisation de ces grands ouvrages, et un certain nombre d'agriculteurs qui sont impactés par la réalisation de ces infrastructures ont parfois le sentiment d'être doublement impactés par la mise en œuvre, hein, à la fois par rapport au foncier qui est nécessaire directement à la réalisation de ces grands ouvrages, mais aussi par
ce que l'on appelle les compensations environnementales. Et donc, double peine souvent pour ces agriculteurs-là ou pour l'agriculture d'une manière générale. Comment est-ce que vous, en Occitanie, vous gérez ces situations, Frédéric? Alors déjà, on a choisi non seulement de s'y intéresser, mais davantage. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on est présent sur ce sujet-là. Alors, il se trouve que l'Occitanie, en quelque sorte, est privilégiée. Je vous parle du contournement Nîmes-Montpellier par la LGV, je vous parle du déplacement de la Neuf, je vous parle de l'élargissement de la Neuf dans les Pyrénées-Orientales. Je vous parle du prolongement de la LGV, donc Montpellier-Perpignan. À l'ouest, le GPSO, le Grand Projet Sud-Ouest, la Bordeaux-Toulouse. Donc effectivement, ces grands ouvrages peuvent être à la fois perturbateurs du marché foncier, parce qu'elles déstructurent des filières, des outils de production, des exploitations. Et donc, par la loi, et ce qui est sans doute une bonne chose au regard de l'enjeu de biodiversité, les maîtres d'ouvrage ont la nécessité, l'obligation de compenser. Et donc oui, ça peut être mal vécu sur le terrain. Vous évoquez cette histoire de double peine. Donc nous, notre action, elle vise à quoi? D'une part, à éviter la surchauffe des prix. On veut éviter qu'un maître d'ouvrage débarque avec son chéquier, excusez-moi l'image, hein, pour faire miroiter aux agriculteurs locaux des prix qui ne sont plus du tout les prix agricoles et qui malheureusement deviennent par la suite des références dans notre mission de régulation et de transparence des prix. Euh, et surtout, on travaille au plus près sur le terrain avec une méthode qui est une méthode très fine, où on va regarder là où est-ce qu'il y a des enjeux biodiversité, là où est-ce qu'il y a des enjeux agricoles, comment on peut les concilier. Et une fois de plus, c'est pas tout fini par des chansons, mais tout finit par le comité technique, puisqu'ensuite, ces maîtrises foncières en vue de compensation environnementale, elles passent dans notre comité technique, elles font l'objet de débats, et ça permet aussi de bien expliquer les enjeux, et on le fait avec un certain succès, hein. On a maîtrisé ainsi des centaines d'hectares pour le contournement de Montpellier qui ont permis d'installer des agriculteurs. C'est ça qui est intéressant, c'est que on fait de l'environnement, on fait de la protection, par exemple, de goutarde, hein, canepetière, dans la costière du Gard, mais ça permet aussi d'installer des éleveurs sur des parcours avec des cahiers des charges environnementaux. Toujours pareil, hein, le cahier des charges et la protection de l'environnement. Convergence et pas opposition. Merci Frédéric. On est arrivé au terme donc, de cet échange. Je vous propose dans les quelques minutes qui nous restent donc, de prendre quelques questions. Gilles je reviens vers vous sur la question de l'impact des retenues d'eau. Donc il y a un internaute qui nous demande, Nadia en l'occurrence, qui nous dit quels impacts de ces retenues d'eau sur la biodiversité et le niveau des nappes souterraines. C'est justement le problème, c'est de les charger avec des eaux souterraines. Normalement, on ne devrait pas le faire comme ça. Bon, encore une fois, je ne sais pas s'il y a des régions, ça peut se faire, mais sur le vivant, c'est clair. Vous faites une masse d'eau, apparaissent des espèces aquatiques qui n'étaient pas là, dont le fameux moustique tigre que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Alors, ça relance le débat sur l'impact des gens posent des questions sur la déprise agricole. Moi, je prends un exemple dans ma forêt de la Massane. Hein. Il est clair que je favorise 100 vaches dans la Massane. Parce que si je perds 64 espèces de scarabées qui ne mangent que des bouses de vache, dont certains uniques en France, parce qu'on est dans la répartition sud, hein, on a des espèces d'Afrique qui remontent jusque-là. Donc, la déprise agricole peut être synonyme de perte de biodiversité. Et ceci étant dit, je dis dans le détail, mes vaches ne sont pas traitées à l'ivermectine. Hein. Et récemment, avec l'ONF à Fontainebleau, on trouvait du crottin de cheval, avec sur chaque tas de crottin, 20 scarabées qui étaient morts. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'effectivement, un milieu qui se ferme n'est pas forcément bon pour la biodiversité. Moi, je tiens à ce que dans ma forêt de la Massane, il me reste des cimes de montagne. Hein. Sinon, je vais perdre de la biodiversité. Des arbres, j'en ai ailleurs. Donc, ça veut dire que ce n'est pas aussi évident que ça. Mais en tout cas, moi, je maintiens que dans le cas là, on vit, nous, sur la Massane, si j'ai une déprise agricole, je vais perdre de la biodiversité. Alors après, il est évident, quelqu'un dit, un champ nu, il n'y a rien du tout. Évidemment, hein, la biodiversité, elle mettra du temps à revenir. Il faut voir aussi que tout à l'heure, dans ce que disait Frédéric, que quand on fait ces ouvrages d'art, entre guillemets, là, on tue les trames. Hein.
C'est-à-dire qu'on tue les corridors écologiques qui permettent aux vivants, à la faune, à la flore, aux micro-organismes de passer d'un milieu à l'autre. Donc tout ça, bien sûr, il faut y regarder de très très près. Et quelqu'un demande aussi si un champ avec des vaches c'est une friche. Non, pas du tout. Un champ avec des vaches, alors encore une fois, comment sont traitées ces vaches, c'est une question aussi. Pendant combien de temps dans l'année? Mais en tout cas, c'est bien plus riche qu'un sol de culture super traitée aux phytosanitaires. Merci Gilles Boeuf pour cette réponse. Frédéric André, directeur général de la SAFER Occitanie, je reviens vers vous. On a une question sur les captages d'eau, notamment les raisons de la pollution de ces captages. Et complémentairement, savoir si la SAFER pourrait se porter directement acquéreur des terres qui sont situées dans les captages d'eau potable pour les collectivités gestionnaires. Comment est-ce que ça se passe concrètement en la matière, Frédéric? Alors, il faut savoir que contrairement à ce qu'on peut penser, la SAFER comment dirais-je, ne garde pas le foncier, sauf dans des cas très particuliers. D'ailleurs, je vais citer un exemple tout de suite. Mais nous, on gère des flux, c'est-à-dire qu'on achète le foncier pour le rétrocéder à ce qu'on appelle un attributaire. Donc, pour les captages d'eau potable, c'est simple, hein. Soit on attribue à la collectivité qui met en place un bail avec un agriculteur avec des prescriptions environnementales, soit on rétrocède directement à un agriculteur qui, encore une fois, avec le cahier des charges qui est lié à l'acte notarié à la SAFER, se voit dans l'obligation de respecter quelques prescriptions, notamment la limitation des intrants. Donc voilà comment ça se passe. Je parle des stocks fonciers parce que, pardon pour l'esprit d'escalier, mais on a parlé tout à l'heure de la nécessité de capitaliser sur la ressource. Il se trouve qu'on a à la SAFER des centaines d'hectares de foncier en stock dans les Hautes-Pyrénées, dans la Haute-Garonne, depuis 10 à 15 ans. Ce sont des stocks qui ont été constitués pour faire des retenues et qui malheureusement nous restent sur les bras, hein, pardonnez-moi l'expression. Alors bien entendu, on le met en location et on le fait exploiter par des agriculteurs, mais aujourd'hui, on n'a pas de maître d'ouvrage qui a le courage politique de s'engager sur ces retenues, qui ne sont pas des retenues pour l'agriculture, je le répète, hein, c'est une question de santé publique et d'eau potable. Bien, merci Frédéric. On va rester sur cette dernière réponse. Il est 14h, presque 17. On a débordé de 2 minutes. Gilles Boeuf, Frédéric André, donc merci pour vos témoignages et vos contributions au débat. Merci à tous pour votre participation, toujours très, très forte. 242 inscrits aujourd'hui. Vous pourrez retrouver donc dès demain le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de la SAFER Occitanie. Restez en ligne, hein, pas plus de 2 minutes pour, si vous en avez la possibilité, répondre au questionnaire de satisfaction. Ça nous permet de nous améliorer en continu. Pour le prochain Parlons Foncier le Direct, je vous donne rendez-vous donc le mois prochain, le 25 avril précisément. On parlera forêt en Occitanie. Et puis, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 15 octobre prochain pour l'événement organisé par la SAFER Occitanie intitulé Partageons la Terre, hein, un événement qui réunira à Toulouse plusieurs centaines d'entrepreneurs du monde agricole et des jeunes qui se destinent donc à l'agriculture pour les sensibiliser sur l'importance de l'attribution du foncier agricole, cette ressource vitale, on vient de l'évoquer avec nos invités du jour, hein, pour notre souveraineté alimentaire, pour la préservation de notre territoire, et puis aussi donc, pour leur faire découvrir cette démocratie foncière telle qu'elle vit au quotidien donc, dans nos comités techniques départementaux. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et merci encore d'avoir suivi ce webinaire. Merci.